Cette fois, j'ai vraiment aucune idée pour l'intro. On pourrait faire la parodie de la baston des Gaulois avec les politiques. Tu vois, du genre... Parce que c'est notre projet. Il est pas frais. Mais si, il est frais. Et là, pour la baston, t'envoies Ben Alix. Tiens, ça me donne une autre petite idée. Tu vois, genre, on se déguise en Gaulois, mais genre le... Pardon! Excusez-moi, mais je vais vous montrer comment faire une introduction. Tout commence avec des bébés sangliers et leur maman. Ils sont en train de jouer quand tout à coup surgissent des bois nos héros. Un petit gringalet. Non mais mec, t'as craqué, on peut pas faire ça, tu t'es cru dans quoi là? Metal Gear? Metal Gear? Non mais de toute façon c'est pas le problème, enfin, t'es fou, t'as vu la Vierge ou quoi? Maman? Mais... Non mais de toute façon on ne peut pas décemment mettre un mec en train de shooter des bébés animaux, enfin... Ah mais c'est pas compliqué, si ça vous gêne de faire avec des petits sangliers, à la place on peut faire avec des petits... Non! Bonjour chers amis juristoristes, et bienvenue dans cet épisode dédié à nos ancêtres, ou pas d'ailleurs selon qui regarde, les Gaulois, et plus particulièrement à leurs droits. Et voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé, je vous dis... Bon, j'ai déjà fait cette blague, mais cette fois je vais vous expliquer pourquoi je l'ai faite. Pour cela, il faut le remonter un tout petit peu en arrière. Il faut remonter à il y a environ 3 millions d'années. Ouais bon, ça fait peut-être un peu beaucoup en arrière du coup. Il y a 3 millions d'années, c'est à peu près là où apparaît l'homme, du moins l'humain. C'est le début de la préhistoire. Cette préhistoire, elle est découpée en plusieurs parties, dont la première est le paléolithique, qui va environ jusqu'à moins 9500, quelque chose comme ça. Ensuite, on a une période de transition qu'on appelle le mésolithique, et enfin le néolithique, qui va jusqu'à l'invention de l'écriture en moins 3000. Cette invention de l'écriture, elle se fait en Mésopotamie, avec l'écriture cunéiforme, et à partir du moment où l'on peut écrire, on connaît l'histoire, et donc c'est le début de cette dernière. Ainsi, en moins 3000, lorsque l'écriture est inventée, on passe de la préhistoire à l'Antiquité. Alors, pourquoi je vous parle de ça, vous allez me dire ? Eh bien, tout simplement parce que dans le champ d'étude de la préhistoire, qui est donc assez conséquent, il y a des périodes qui vont au-delà du néolithique. On parle de l'âge du bronze et de l'âge du fer. L'âge du bronze pour le territoire français se termine vers moins 700, là où l'âge du fer se termine au 2e siècle avant notre ère. Donc là, me direz-vous, what the fuck is going on? Ce à quoi je vous répondrai, je vous demande pardon. Bien tout simplement parce que si l'histoire apparaît au moment de l'invention de l'écriture, eh bien tant qu'on n'a pas inventé l'écriture, on n'entre pas dans l'histoire. Et nous voilà donc au point crucial, les Gaulois n'écrivaient pas. Ou peut-être que si. Ou peut-être qu'on y revient après. Les Gaulois, qui déjà ne sont pas un peuple mais un ensemble de peuples étant eux-mêmes un ensemble de tribus, donc les Gaulois, c'est ce qu'on appelle une culture, on va dire, pour faire large, proto-historique. C'est-à-dire qu'on ne la connaît pas par ses propres sources, par ses propres écrits, mais par des écrits de peuples qui les ont côtoyés, en l'occurrence les Grecs et les Romains. Et c'est là qu'il me faut faire un petit point sur les sources. Les sources... Oh là là, j'ai une très grosse source. Ah ben moi j'ai une source énorme. Lorsque l'on fait de l'histoire, et lorsque l'on fait des sciences, de toute façon, de manière générale, on est confronté à un ensemble d'informations qui émanent de sources différentes, et souvent il faut faire la part des choses. Les premières de ces sources, n'en déplaise à certains, sont les sources institutionnelles. C'est ce que l'on retrouve le plus souvent dans des ouvrages plus ou moins récents. Ces ouvrages, ils ne paraissent pas comme ça, ils ne viennent pas de nulle part. Ce sont des ouvrages d'auteurs, parfois de plusieurs auteurs, qui sont des enseignants-chercheurs, ou des chercheurs, et dont le contenu a fait l'objet de discussions, a fait l'objet de réflexions, et surtout dont le contenu a été contrôlé par les pairs, c'est-à-dire qu'il y a une relecture auparavant, effectuée par des personnes qui ont au moins le même niveau que celles qui l'ont écrit, et qui vont
éventuellement apporter certaines corrections, ou retirer certaines parties s'il y a des doutes. Les informations contenues dans ces ouvrages ne sortent pas de nulle part. Le plus souvent, elles sont issues de recherches fondamentales. Ces recherches fondamentales, par exemple en histoire du droit, elles peuvent prendre plusieurs formes. La première de ces formes, c'est tout simplement la recherche dans des archives, donc ça, je vous en avais déjà parlé dans un épisode précédent, mais ça va être de l'étude d'actes plus ou moins anciens, et ça passe notamment par des ouvrages d'époque. Donc par exemple ici, c'est tout simplement La science parfaite des notaires, qui est un des ouvrages du XVIIIe siècle, qui m'a permis de réaliser l'épisode sur les notaires. Et même ces sources-là, on ne les considère pas comme étant fiables à 100%. Lorsque l'on va faire de la recherche dans des fonds d'archives, on va faire des sondages, on va faire des croisements, et vérifier qu'un acte que l'on a trouvé n'est pas quelque chose d'isolé, mais qui a des répétitions qui viennent confirmer une règle. Pareil pour les ouvrages professionnels. Est-ce que ce qu'il y a marqué à l'intérieur est quelque chose qui se vérifie justement dans les faits, dans les archives, ou alors est-ce qu'on est sur un truc un peu ubuesque, et dans ce cas-là, il faudra le mettre de côté. Et c'est là que vient en jouer aussi un autre point très important, à mon sens, dans la recherche universitaire, c'est l'interdisciplinarité. Alors on entend beaucoup parler ces dernières années, mais sur des matières comme l'histoire, c'est presque fondamental, parce que pour certains événements, on va avoir besoin de l'avis de sociologues, et surtout pour certaines découvertes, on va avoir besoin des archéologues. Et sans l'archéologie, il y a plein de choses qu'on ne saurait pas aujourd'hui en histoire du droit. L'archéologie, utilisant elle-même d'autres matières, notamment de sciences brutes pour tout ce qui est datation, conservation, etc. Et donc, en l'absence d'écrits, ou de découverte d'écrits de ces peuples dits proto-historiques, c'est là que la notion de faire la part des choses va être très importante. Il va falloir faire attention à ce que nous disent les sources, qui sont donc des sources externes, et être prudent sur leur interprétation, surtout lorsqu'il y a un conflit entre deux peuples. Par exemple, César, qui est une source de connaissances à travers la guerre des Gaules, il faut être un peu tatillon lorsqu'on va l'étudier, parce qu'il va sans dire qu'il a très certainement ou exagéré ou déformé certaines réalités. Parmi les sources qui nous parlent des Gaulois et des Celtes d'une manière générale, on va retrouver plusieurs auteurs, mais il n'y en a pas non plus pléthore, et c'est pour ça que les connaissances que l'on a actuellement des Gaulois, outre ce qu'on peut en déduire par les recherches archéologiques, eh bien elles sont assez réduites. Ces auteurs, les voici. On va tout d'abord retrouver Hérodote au 5e siècle avant notre ère. Platon et Aristote un siècle plus tard, on va avoir Polybe au 2e siècle avant notre ère, et un tout petit peu plus tard, une des principales sources, c'est Poésidonios. Poésidonios qui a effectué la première ethnographie, et puis plus tard, viennent Cicéron, César, Tite-Live, etc. Seulement voilà, peu des auteurs que nous avons évoqués se sont véritablement penchés sur les institutions gauloises, et nous n'avons pas trouvé de texte législatif. En fait, pour trouver la première trace du fonctionnement de la justice gauloise, il faut se référer à l'œuvre de Poséidonios, qui est écrit à la fin du 2e siècle avant notre ère, ce qui est quand même relativement tard. Et lui-même ne peut pas assister à la mise en œuvre de cette justice. Il ne fait que des extrapolations ou des prises de vue assez conceptuelles, en fonction des témoignages qu'il recueille. Aussi, l'autre source que nous avons pour avoir une perception de ces institutions gauloises et de sa justice, c'est l'œuvre de Jules César, La guerre des Gaules. Mais vient se poser une nouvelle question. Oui encore, j'ai beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'un Gaulois ? La question n'est pas si bête que ça, parce qu'elle est finalement loin d'être évidente. Ce que désignent les historiens de l'Antiquité par Gaulois, ce sont les habitants des Galliae du 5e siècle avant notre ère, jusqu'aux conquêtes romaines et l'acculturation qui va avec. Et même sur la différence entre Celtes et Gaulois, on n'est pas sur quelque chose d'évident. Au 5e siècle avant notre ère, les Grecs parlent de Keltoi pour évoquer les habitants du nord-ouest de l'Europe. Au 4e siècle avant notre ère, les Romains parlent de Gallie pour qualifier les peuples vivant en Galliae, et les Grecs à nouveau, mais cette fois-ci au 3e siècle avant notre ère, parlent de Galates pour évoquer les Celtes gaulois venus envahir des territoires proches de la Macédoine. Bref, pour nous, les Gaulois, ce seront les peuples vivant en Gaule au sens romain du terme. Ainsi, ce sera plus simple pour délimiter une zone géographique. Petite parenthèse sur le terme germain. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Germain, ça vient de Germanus. En un seul mot. S'il vous plaît. Germanus signifie qui est de la même race. Ainsi, les Germani sont tout simplement les peuples qui sont de la même race que les Gaulois, mais qui ne vivent pas en Gaule. Rentrons maintenant dans le vif du sujet.
Les Celtes, d'une manière générale, se rassemblaient en tribus allant de quelques dizaines de personnes à plusieurs centaines de milliers. Ce modèle d'organisation est un modèle d'organisation qui existe encore lorsque César arrive en Gaule. Les Gaulois sont organisés de sorte à pouvoir effectuer une vie semi-nomade. D'ailleurs, la notion de cité au sens grec du terme n'existait pas dans cette société gauloise. Et c'est pour ça, lorsqu'on évoque des noms comme la royauté ou la noblesse gauloise, eh bien finalement cela ne fait pas vraiment de sens. De plus, il faut bien avoir conscience que la population gauloise est une population qui par nature est extrêmement diverse en elle-même. Et chaque tribu va se comporter comme une sorte de petit État complètement autonome. Cette autonomie, elle a tendance à entraîner une forme d'imperméabilité institutionnelle, c'est-à-dire qu'un peuple gaulois, même à côté d'un peuple avec des institutions élaborées, ne va pas les prendre en compte et finalement va continuer sa petite vie autonome, tranquille, avec ses institutions à lui. Cependant, le monde gaulois, il n'est pas non plus complètement figé, et à partir du IIIe siècle avant notre ère, il va connaître un ensemble de mutations qui sont à la fois des mutations sociales, mais aussi des mutations politiques. La pratique politique propre aux Gaulois est quelque chose qui apparaît très tardivement. Pendant très longtemps, ce sont les rapports sociaux qui ont régi la société gauloise, et plus particulièrement le clientélisme guerrier. Au final, on avait des rapports entre les individus qui étaient extrêmement complexes, et la complexité était amplifiée par le caractère oral de tous les échanges, et en cas de litige, c'était les druides qui étaient amenés à arbitrer. Alors tout ça, ça rappelle quelque chose, être soumis à quelqu'un au-dessus, une forme de clientélisme, c'est une forme de vassalité, et ce n'est pas sans rappeler ce qu'on connaîtra plus tard sur le même territoire, mais avec des institutions différentes, ce qu'on appelle la féodalité. Si les Germains sont de la même race que les Gaulois, et si l'on prend les écrits de Tacite au début de notre ère en ce qui concerne les Germains, on apprend que chaque peuple, chaque tribu avait un chef à sa tête, un roi, appelez ça comme vous voulez, qui était lui-même soumis à l'autorité des druides, qui était une autorité religieuse, et en plus de ça, il y avait à côté de lui une autorité guerrière, un conseil des guerriers. Il y avait donc au sein de chaque tribu une forme d'État. Ces tribus, poussées par des invasions ou par des conflits, se sont rassemblées et ont formé ce que César a appelé les civitates. Et ce sont des tribus, un ensemble de tribus, qui formaient une peuplade encore plus grande, qui était plus ou moins fixée sur un même territoire. Et même une fois assemblées sur ce même territoire, ces tribus conservaient leur propre autonomie sur des terres qui leur étaient délimitées. C'est ce qu'on trouve dans les textes sous la formulation de fédération gauloise. Et tout ce petit monde-là, toutes ces tribus, étaient en plus liées grâce aux alliances matrimoniales, mais également grâce au système de clientélisme. Les relations étaient sûrement très complexes, et toutes les actions diplomatiques étaient en grande partie dirigées par les druides. L'écriture chez les Gaulois n'apparaît que très tardivement, et elle est une exclusivité des druides. Non seulement les druides avaient le monopole de l'écriture, mais en plus cette dernière était extrêmement réglementée, et elle était essentiellement utilisée dans certains domaines, et notamment dans le droit. Alors il y a un petit détail, vous me direz, mais c'est que les archéologues n'en ont jamais retrouvé de ces textes. Eh bien tout simplement parce qu'ils étaient sûrement cachés avec les autres textes sacrés. Vous imaginez là, quelque part... Sur les côtes de l'Irlande, sur une île, il y a un vieux monsieur avec un manteau marron qui est en train de surveiller des livres cachés dans un arbre. Ce serait dingue, non ? Cependant, nous avons un auteur qui nous a laissé une trace d'une constitution gauloise, celle des Éduéens. Cet auteur, c'est César. Le pouvoir suprême au sein de ce peuple, que César qualifie de regia potestas, était confié à un magistrat pendant une année, que l'on appelle le vergobré. La fonction est extrêmement réglementée. Déjà, il faut être magistrat. Il ne peut pas y avoir deux membres d'une même famille qui soient magistrats en même temps. La désignation du vergobré se faisait dans un lieu secret et par les druides. Et une fois élu, il ne pouvait tout simplement plus franchir les frontières. Cela avait simplement pour but d'empêcher le cumul des fonctions civiles et militaires et ainsi empêcher toute forme de dérive tyrannique. Comme vous pouvez le constater, l'action des druides dans le droit est quelque chose de très important, et cette capacité de dire le droit en lien avec la religion, c'est quelque chose qu'ils ont très certainement disputé aux chefs gaulois de manière très tôt, ce qui fait que la fonction du chef gaulois a dû en être affaiblie assez rapidement. Comme le droit est envisagé de manière divine, ce sont tous ces druides qui, en confrérie, se sont accaparés le droit non seulement de dire ce droit, mais surtout de rendre la justice.
Et d'ailleurs, c'est sûrement pour ça que la peine la plus importante qui pouvait être prononcée était une forme d'excommunication. C'était l'interdiction d'accéder au culte et de faire des offrandes. Alors par contre, comme je vous avais dit, ça, c'est sûrement sur une période un peu plus ancienne. Tout à l'heure, je vous ai parlé de magistrats. Mais là aussi, c'est là où il faut garder en tête que les Gaulois étaient très divers, étaient des peuples divers, et tous les peuples n'avaient pas amené la pensée juridique jusqu'au bout, et finalement, des peuples comme les Éduéens qui ont transmis le droit à des magistrats élus en lieu et place des druides, eh bien finalement il n'y en avait peut-être pas tant que ça. Cependant, bien que donné par les druides, ce droit n'était pas exclusivement religieux. Les Gaulois avaient un sens assez aiguisé du droit et de la justice, et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'ils réussissaient à s'agglomérer en peuplades aussi nombreuses. Ce que l'on sait grâce aux observateurs, c'est que les Gaulois n'avaient pas considéré le droit comme une grande masse d'ensemble de règles morales ou juridiques, mais avaient vraiment des domaines bien définis, et notamment le droit pénal qui avait extrêmement intéressé les druides, mais également le droit civil et plus particulièrement le droit matrimonial. Pourquoi sait-on des choses sur le droit matrimonial ? Eh bien tout simplement parce que cela a surpris les auteurs, les fonctions des femmes au sein de la société gauloise étaient radicalement différentes que les fonctions que les femmes occupaient dans la société romaine notamment. Non seulement la femme gauloise avait une autonomie financière, mais en plus, elle avait libre choix de son destin si jamais son mari venait à trépasser. La place de la femme gauloise finalement n'est pas si incohérente que ça, compte tenu du rôle qu'elle a eu à jouer au sein de la société. Ces peuples étant des peuples nomades ou semi-nomades, les hommes étaient souvent partis, notamment pour faire la guerre. Aussi, ce sont les femmes qui ont dû prendre en charge un grand nombre de fonctions, eh bien, notamment l'agriculture, l'artisanat, etc. Aussi, quand les observateurs arrivent, ils voient des femmes exercer des métiers qu'elles n'exercent pas à Rome, et tout un tas d'autres fonctions, notamment politiques. Ainsi, grâce à Plutarque, on sait que les femmes siégeaient dans les assemblées lorsqu'une guerre, notamment, devait être décidée. Ce qui n'est pas forcément très envisageable dans d'autres sociétés à cette époque-là. Bref, vous l'aurez compris, les Gaulois avaient leur propre juridiction, leurs propres institutions, seulement en savoir beaucoup plus, eh bien c'est compliqué tant que l'on n'a pas trouvé un texte à se mettre sous la dent, quelque chose d'un peu plus précis que des observations souvent vagues et avec des termes retranscrits à leur propre société. Les Romains, lorsqu'ils transcrivent ce qu'ils voient chez les Gaulois, ils utilisent des termes qui correspondent à leurs propres institutions. Et c'est sûrement, des fois, un peu écarté de la réalité, puisqu'ils vont utiliser des termes qui se rapprochent le plus possible de ce qu'ils peuvent observer. Enfin bon, ça commence à faire long, et je crois que j'ai dit de toute façon à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais peut-être faire une vidéo de complément un peu plus tard s'il y a des manques, ou si vous avez des interrogations un peu plus poussées. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation, je vous dis au mois prochain, et bisous!